Alors bonjour les amis dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très important qui est le diabète sucré. Dans le diabète sucré, votre corps a du mal à déplacer le glucose, qui est un type de sucre de votre sang vers vos cellules. Cela conduit à des niveaux élevés de glucose dans votre sang et pas assez dans vos cellules. Rappelez-vous que vos cellules ont besoin de glucose comme source d'énergie, donc ne pas laisser entrer le glucose signifie que les cellules manquent d'énergie, malgré le fait que le glucose soit présent dans l'air pas de porte. En général, le corps contrôle la quantité de glucose dans le sang par rapport à la quantité qui pénètre dans les cellules avec deux hormones qui sont l'insuline et le glucagon. L'insuline est utilisée pour réduire la glycémie, alors que le glucagon est utilisé pour augmenter la glycémie. Ces deux hormones sont produites par des amas de cellules du pancréas, appelées îlots de Langerhans. L'insuline est sécrétée par les cellules bêta au centre des îlots et le glucagon est sécrété par les cellules alpha à la périphérie des îlots. L'insuline réduit la quantité de glucose dans le sang en se liant aux récepteurs de l'insuline intégrés dans la membrane cellulaire de divers tissus sensibles à l'insuline comme les cellules musculaires et le tissu adipeux. Lorsqu'ils sont activés, les récepteurs de l'insuline provoquent la fusion des vésicules contenant des transporteurs de glucose qui se trouvent à l'intérieur de la cellule avec la membrane cellulaire, permettant au glucose d'être transporté dans la cellule. Le glucagon fait exactement le contraire, il augmente les niveaux de glucose dans le sang en obligeant le foie à générer de nouvelles molécules de glucose à partir d'autres molécules, et également à décomposer le glycogène en glucose afin que tout puisse être déversé dans le sang. Le diabète sucré est diagnostiqué lorsque la glycémie devient trop élevée, et cela est observé chez 10% de la population mondiale. Il existe deux types de diabète, le type 1 et le type 2, et la principale différence entre eux est le mécanisme sous-jacent qui provoque l'augmentation de la glycémie. Environ 10% des personnes atteintes de diabète ont le type 1 et les 90% restants des personnes atteintes de diabète ont le type 2. Commençons par le diabète sucré de type 1, parfois simplement appelé diabète de type 1. Dans cette situation, le corps ne produit pas suffisamment d'insuline. La raison pour laquelle cela se produit est que dans le diabète de type 1, il existe une réponse d'hypersensibilité de type 4 ou une réponse immunitaire à médiation cellulaire où les propres cellules d'une personne attaquent le pancréas. Pour résumer rapidement, rappelez-vous que le système immunitaire possède des cellules T qui réagissent à toutes sortes d'antigènes, qui sont généralement de petits peptides, des polysaccharides ou des lipides, et que certains de ces antigènes font partie des cellules de notre propre corps. Cela ne signifie pas de permettre aux cellules T qui attaquent nos propres cellules de traîner, et il y a donc ce processus pour les éliminer appelé autotolérance. Dans le diabète de type 1, il existe une anomalie génétique qui entraîne une perte d'autotolérance chez les cellules T qui ciblent spécifiquement les antigènes des cellules bêta. La perte d'autotolérance signifie que ces cellules T sont autorisées à recruter d'autres cellules immunitaires et à coordonner une attaque contre ces cellules bêta.
La perte de cellules bêta signifie moins d'insuline, et moins d'insuline signifie que le glucose s'accumule dans le sang, car il ne peut pas pénétrer dans les cellules du corps. L'un des gènes les plus importants impliqués dans la régulation de la réponse immunitaire est le système antigénique du leucocyte humain ou système HLA. Bien que cela s'appelle un système, c'est essentiellement ce groupe de gènes sur le chromosome 6 qui code le complexe majeur d'histocompatibilité ou CMH, qui est une protéine extrêmement importante pour aider le système immunitaire à reconnaître les molécules étrangères, ainsi qu'à maintenir l'autotolérance. Le CMH est comme le plateau de service où les antigènes sont présentés aux cellules immunitaires. Fait intéressant, les personnes atteintes de diabète de type 1 ont souvent des gènes HLA spécifiques en commun. L'un appelé HLA-DR3 et l'autre appelé HLA-DR4. Mais ce n'est pas qu'un indice génétique, n'est-ce pas? Parce que tout le monde avec HLA-DR3 et HLA-DR4 développe un diabète. Dans le diabète sucré de type 1, la destruction des cellules bêta commence généralement tôt dans la vie, mais parfois jusqu'à 90% des cellules bêta sont détruites avant que les symptômes n'apparaissent. 4 symptômes cliniques du diabète non contrôlé qui semblent tous similaires: la polyphagie, la polyurie, la polydipsie et la glucosurie. Alors parcourons-les un par un. Même s'il y a beaucoup de glucose dans le sang, il ne peut pas pénétrer dans les cellules, ce qui laisse les cellules affamées d'énergie. Donc en réponse, le tissu adipeux commence à décomposer les graisses appelées lipolyse. Et le tissu musculaire commence à décomposer les protéines. Les deux entraînent une perte de poids pour une personne atteinte de diabète non contrôlé. Cet état catabolique donne aux gens une sensation de faim, également connue sous le nom de polyphagie. Phagie signifie manger et poly signifie beaucoup. Maintenant, avec des niveaux de glucose élevés, cela signifie que lorsque le sang est filtré par les reins, une partie commence à se répandre dans les reins, appelée glycosurie. Glyco désigne le glucose et urie désigne l'urine. Étant donné que le glucose est osmotiquement actif, l'eau a tendance à le suivre, ce qui entraîne une augmentation de la miction au polyurie. Poly fait à nouveau référence à beaucoup et urie fait à nouveau référence à l'urine. Enfin, parce qu'il y a tellement d'urine, les personnes atteintes de diabète non contrôlé deviennent déshydratées et assoiffées. Au polydipsie, poly signifie beaucoup et dipsie signifie soif. Même si les personnes atteintes de diabète ne sont pas capables de produire leur propre insuline, elles peuvent toujours répondre à l'insuline, de sorte que le traitement implique une insulinothérapie à vie, pour réguler leur glycémie et permettre essentiellement à leurs cellules d'utiliser le glucose. Une complication très grave du diabète de type 1 est appelée acidocétose diabétique ou ACD. Pour le comprendre, revenons au processus de lipolyse, où la graisse est décomposée en acide gras libre. Après cela, le foie transforme les acides gras en corps cétoniques, comme l'acide acétoacétique et l'acide bêta-hydroxybutyrique. L'acide acétoacétique est un acide cétonique car il possède un groupe cétone et un groupe acide carboxylique. L'acide bêta-hydroxybutyrique, d'autre part, même s'il fait toujours partie du corps cétonique, n'est pas techniquement un acide cétonique puisque son groupe cétone a été réduit en groupe hydroxyle. Ces corps cétoniques sont importants car ils peuvent être utilisés par les cellules pour produire de l'énergie, mais ils augmentent également l'acidité du sang, d'où le nom d'acidocétose. Et le sang qui devient vraiment acide peut avoir des effets majeurs dans tout le corps. Les individus peuvent développer la respiration de Kussmaul, qui est une respiration profonde et laborieuse, alors que le corps essaye d'éliminer le dioxyde de carbone du sang dans le but de réduire son acidité.
Les cellules ont également un transporteur qui échange des ions hydrogène ou des protons contre du potassium. Lorsque le sang devient acide, il est par définition chargé de protons qui sont envoyés dans les cellules tandis que le potassium est envoyé dans le liquide à l'extérieur des cellules. Une autre chose à garder à l'esprit est qu'en plus d'aider le glucose à pénétrer dans les cellules, l'insuline stimule les ATPases sodium-potassium qui aident le potassium à pénétrer dans les cellules. Et donc sans insuline, plus de potassium reste dans le liquide à l'extérieur des cellules. Ces deux mécanismes entraînent une augmentation du potassium dans le liquide à l'extérieur des cellules, ce qui le rend rapidement dans le sang et provoque une hyperkaliémie. Le potassium est ensuite excrété, donc au fil du temps, même si les niveaux de potassium dans le sang restent élevés, les réserves globales de potassium dans le corps, y compris le potassium à l'intérieur des cellules, commencent à s'épuiser. Les individus auront également un taux anionique élevé, ce qui reflète une grande différence entre les ions négatifs et positifs non mesurés dans le sérum, en grande partie en raison de cette accumulation d'acide cétonique. L'acidoacétose diabétique peut survenir même chez les personnes qui ont déjà reçu un diagnostic de diabète et qui suivent actuellement une sorte d'insulinothérapie. Dans des états de stress comme une infection, le corps libère de l'épinéphrine qui à son tour stimule la libération de glucagon. Trop de glucagon peut faire basculer le délicat équilibre hormonal du glucagon et de l'insuline en faveur de l'élévation de la glycémie et peut entraîner une cascade d'événements que nous venons de décrire. Augmentation du glucose dans le sang, perte de glucose dans l'urine, perte d'eau, déshydratation et en parallèle besoin d'énergie alternative, génération de corps cétonique et acidocétose. Fait intéressant, les deux corps cétoniques se décomposent en acétone et s'échappent sous forme de gaz en étant expirés par les poumons, ce qui donne une douce odeur fruitée à la laine d'une personne. En général, cependant, c'est la seule chose douce à propos de cette maladie, qui provoque également des nausées, des vomissements, et si elle est grave, des changements d'état mental et un œdème cérébral aigu. Le traitement d'un épisode d'acidie consiste à donner beaucoup de liquide, ce qui aide à la déshydratation, l'insuline qui aide à réduire la glycémie et le remplacement des électrolytes comme le potassium qui aident tous à inverser l'acidose. Maintenant, changeons de vitesse et parlons du diabète de type 2, où le corps produit l'insuline mais les tissus ne réagissent pas aussi bien. La raison exacte pour laquelle les cellules ne répondent pas n'est pas entièrement comprise. Essentiellement, le corps fournit la quantité normale d'insuline, mais les cellules ne déplacent pas leur transporteur de glucose vers leur membrane en réponse. Rappelons qu'il est nécessaire pour le glucose de pénétrer dans la cellule. Ces cellules ont donc une résistance à l'insuline. Certains facteurs de risque de résistance à l'insuline sont l'obésité, le manque d'exercice et l'hypertension, et les mécanismes exacts sont encore à l'étude. Par exemple, on pense qu'un excès de tissu adipeux ou de graisse provoque la libération d'acides gras libres et de soi-disant adipokines, qui sont des molécules de signalisation pouvant provoquer une inflammation qui semble liée à la résistance à l'insuline.
Cependant, de nombreuses personnes obèses ne sont pas diabétiques, de sorte que les facteurs génétiques jouent probablement également un rôle majeur. Nous le constatons également lorsque nous examinons des études sur des jumeaux, où le fait d'avoir un jumeau atteint de diabète de type 2 augmente le risque de développer un diabète de type 2 de manière totalement indépendante des autres facteurs de risque environnementaux. Dans le diabète de type 2, étant donné que les tissus ne réagissent pas aussi bien au niveau normal d'insuline, le corps finit par produire plus d'insuline afin d'obtenir le même effet et d'éliminer le glucose du sang. Ils le font par le biais de l'hyperplasie des cellules bêta, d'un nombre accru de cellules bêta et de l'hypertrophie des cellules bêta, où elles grossissent réellement le tout dans cette tentative de pomper plus d'insuline. Cela fonctionne pendant un certain temps et en maintenant les niveaux d'insuline supérieurs à la normale, les niveaux de glucose sanguin peuvent être maintenus normaux, appelés normoglycémie. Désormais, en plus de l'insuline, les cellules bêta sécrètent également le polypeptide amyloïde désilo ou amyline, de sorte que pendant que les cellules bêta produisent de l'insuline, elles sécrètent également une quantité accrue d'amyline. Au fil du temps, l'amyline s'accumule et s'agrège dans les îlots. Cette compensation des cellules bêta cependant n'est pas durable et avec le temps ces cellules bêta s'épuisent, deviennent dysfonctionnelles, subissent une hypotrophie et deviennent plus petites ainsi qu'une hypoplasie et meurent. Au fur et à mesure que les cellules bêta sont perdues et que les niveaux d'insuline diminuent, les niveaux de glucose dans le sang commencent à augmenter et les patients développent une hyperglycémie, ce qui entraîne des signes cliniques similaires à ceux que nous avons mentionnés précédemment, comme la polyphagie, la glucosurie, la polyurie et la polydipsie. Mais contrairement au diabète de type 1, il y a généralement de l'insuline circulante dans le diabète de type 2, provenant des cellules bêta qui tentent de compenser la résistance à l'insuline. Cela signifie que l'équilibre insuline-glucagon, tel que l'acidocétose diabétique, ne se développe généralement pas. Cela dit, une complication appelée état hyperglycémique hyperosmolaire ou HHS est beaucoup plus fréquente dans le diabète de type 2 que le diabète de type 1 et elle provoque une augmentation de l'osmolarité plasmatique en raison d'une déshydratation et d'une concentration extrême du sang. Pour aider à comprendre cela, rappelez-vous que le glucose est une molécule polaire qui ne peut pas diffuser passivement à travers les membranes cellulaires, ce qui signifie qu'il agit comme un soluté. Ainsi, lorsque les niveaux de glucose sont très élevés dans le sang, ce qui signifie qu'il s'agit d'un état hyperosmolaire, l'eau commence à quitter les cellules du corps et à pénétrer dans les vaisseaux sanguins, laissant les cellules relativement sèches et ratatinées, létocododées et juteuses. Les vaisseaux sanguins remplis d'eau entraînent une augmentation de la miction et une déshydratation totale du corps. Et c'est une situation très grave car la déshydratation des cellules du corps et en particulier du cerveau peut provoquer un certain nombre de symptômes, notamment des modifications de l'état mental. Dans le HHS, vous pouvez parfois voir une cétonémie et une acidose légère, mais pas dans la mesure où elles sont observées dans l'acidité. Et dans l'acidité, vous pouvez voir une certaine hyperosmolarité. Il y a donc certainement un chevauchement entre ces deux syndromes. Outre le diabète de type 1 et de type 2, il existe également quelques autres sous-types de diabète sucré. Le diabète gestationnel survient lorsque les femmes enceintes ont une augmentation de la glycémie, en particulier au cours du troisième trimestre. Bien qu'en fin de compte inconnue, on pense que la cause est liée aux hormones de grossesse qui interfèrent avec l'action de l'insuline sur ces récepteurs. De plus, les gens peuvent parfois développer un diabète d'origine médicamenteuse, c'est-à-dire que les médicaments ont des effets secondaires qui ont tendance à augmenter la glycémie. On pense que le mécanisme de ces deux facteurs est lié à la résistance à l'insuline, comme le diabète de type 2, plutôt qu'à un processus de destruction auto-immune comme dans le diabète de type 1.
Le diagnostic du diabète de type 1 ou de type 2 suffit en ayant une idée sur la quantité de glucose qui flotte dans le sang et selon les normes spécifiques utilisées par l'Organisation mondiale de la santé. Très généralement, un test de glycémie à jeun est effectué lorsque la personne ne mange ni ne boit, sauf de l'eau, ça va. Pendant un total de 8 heures, il faut analyser son sang pour déterminer son taux de glucose. Des niveaux de 100 mg par décilitre à 125 mg par décilitre indiquent un prédiabète et 126 mg par décilitre au plus indiquent un diabète. Un test de glycémie non à jeun ou aléatoire peut être effectué à tout moment, 200 mg par décilitre au plus étant un signal d'alarme pour le diabète. Un autre test est appelé test de tolérance au glucose par voie orale, où une personne reçoit du glucose, puis des échantillons de sang sont prélevés à des intervalles de temps pour déterminer dans quelle mesure il est éliminé du sang. L'intervalle le plus important étant de 2 heures plus tard. Des niveaux de 140 mg par décilitre à 199 mg par décilitre indiquent un prédiabète et de 100 au plus indiquent un diabète. Une autre chose à savoir est que lorsque la glycémie augmente, le glucose peut également coller aux protéines qui flottent dans le sang ou dans les cellules. Cela nous amène donc à un autre type de test qui peut être effectué, à savoir le test HbA1c, qui teste la proportion d'hémoglobine dans les globules rouges sur laquelle du glucose est collé, appelé hémoglobine glyquée. Des taux d'HbA1c de 5,7% à 6,4% indiquent un prédiabète et 6,5% au plus indiquent un diabète. Cette proportion d'hémoglobine glyquée ne change pas d'un jour à l'autre. Elle permet donc de savoir si la glycémie a été élevée au cours des 2 à 3 derniers mois. Enfin, nous avons le test du peptide C qui teste ce sous-produit de la production d'insuline. Si le niveau de peptide C est faible ou absent, cela signifie que le pancréas ne produit plus suffisamment d'insuline et que le glucose ne peut pas pénétrer dans les cellules. Pour le diabète de type 1, l'insuline est la seule option de traitement. Pour le diabète de type 2, en revanche, des changements de mode de vie, comme la perte de poids et l'exercice, ainsi qu'une alimentation saine et des antidiabétiques oraux, peuvent être considérés comme des options thérapeutiques. Cependant, si les médicaments antidiabétiques oraux échouent, le diabète de type 2 peut également être traité avec de l'insuline. Il ne faut pas oublier que le traitement à l'insuline comporte un risque d'hypoglycémie, surtout si l'insuline est prise sans repas. Les symptômes de l'hypoglycémie peuvent être légers, comme la faiblesse, la faim, les tremblements, mais ils peuvent évoluer vers une perte de conscience et des convulsions dans les cas graves. Dans les cas bénins, boire du jus de fruits ou manger des bonbons ou du sucre peut suffire à faire monter la glycémie. Mais dans les cas graves, le glucose intraveineux doit être administré dès que possible. La FDA a également récemment approuvé le glucagon intranasal comme traitement de l'hypoglycémie sévère. Maintenant, avec le temps, des niveaux élevés de glucose peuvent endommager les minuscules vaisseaux sanguins, appelés microvaisseaux. Dans les artérioles, un processus appelé artériosclérose hyaline est l'endroit où les parois des artérioles développent des dépôts hyalins, qui sont des dépôts de protéines, et ceci les rend durs et inflexibles. Dans les capillaires, la membrane basale peut s'épaissir et empêcher l'oxygène de se déplacer facilement des capillaires vers les tissus, provoquant une hypoxie. L'un des effets les plus importants est que le diabète augmente le risque de lésions moyennes et grandes de la paroi artérielle et d'athérosclérose qui en résulte, ce qui peut entraîner des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux qui sont des causes majeures de morbidité et de mortalité chez les patients atteints de diabète. Dans les yeux, le diabète peut entraîner une rétinopathie et des preuves de cela peuvent être observées lors d'un examen des fonds d'œil qui montre des taches de coton ou des hémorragies évasées et peut éventuellement causer la cécité. Dans les reins, les artérioles afférentes et efférentes, ainsi que le glomérule lui-même, peuvent être endommagés, ce qui peut entraîner un syndrome néphrotique qui diminue lentement la capacité du rein à filtrer le sang au fil du temps et peut finalement conduire à une dialyse.
Le diabète peut également affecter la fonction des nerfs, provoquant des symptômes tels qu'une diminution de la sensation dans les orteils et les doigts, parfois appelée distribution de Gondoba, ainsi qu'un dysfonctionnement du système nerveux autonome. Et ce système contrôle un certain nombre de fonctions corporelles, tout de la transpiration au gaz qui passe. Enfin, le mauvais apport sanguin et les lésions nerveuses peuvent entraîner des ulcères généralement sur les pieds qui ne guérissent pas rapidement et peuvent devenir assez graves et doivent être amputés. Ce sont quelques-unes des complications du diabète non contrôlé, c'est pourquoi il est si important de diagnostiquer et de contrôler le diabète grâce à un mode de vie sain, des médicaments pour réduire la résistance à l'insuline et même une insulinothérapie si les cellules bêta sont épuisées. Bien que le diabète de type 1 ne puisse pas être prévenu, le diabète de type 2 le peut. En fait, de nombreuses personnes atteintes de diabète peuvent contrôler leur taux de sucre dans le sang de manière très efficace et mener une vie bien remplie et active sans aucune des complications. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.